Le corps humain, c'est un peu comme une société immense de plusieurs milliers de milliards de cellules, et chacune, absolument chacune, doit suivre des règles ultra strictes pour que tout fonctionne. Alors dans cette analyse, on va explorer une histoire un peu particulière, l'histoire d'une cellule qui, un jour, décide de tout envoyer balader et d'enfreindre toutes les règles. Et c'est là vraiment que tout commence. C'est le point de départ d'un processus aux conséquences potentiellement énormes. Mais avant de plonger dans la rébellion, il faut qu'on comprenne ce qu'est la normalité. À quoi ressemble la vie d'une cellule qui, elle, respecte les règles? Voilà, c'est la question. Comment une cellule saine est-elle censée se comporter? Quelles sont, au fond, les lois qui régissent cette société si parfaitement organisée? Eh bien, en gros, une cellule normale a 3 grandes missions dans la vie. D'abord, se multiplier pour la croissance ou pour réparer ce qui est abîmé. Ensuite, se différencier, c'est-à-dire se spécialiser pour un job précis, devenir une cellule de peau, de foie. Et enfin, mourir. Oui, mourir quand son travail est fini ou si elle est défectueuse. Et attention, rien n'est laissé au hasard, tout ça est contrôlé de façon extrêmement stricte. Et ce contrôle, on le voit parfaitement dans ce qu'on appelle le cycle cellulaire. C'est un peu comme une chaîne de montage, mais en 4 étapes hyper bien réglées. On commence avec l'étape G1, la cellule grandit, elle prépare tout pour la suite. Puis, phase S, là c'est crucial, elle duplique tout son ADN, son génome. Ensuite, G2, on fait les dernières vérifications, on s'assure que tout est prêt pour le grand moment. Et enfin, phase M, la mitose, la cellule se divise en deux. C'est un véritable balai mécanique d'une précision incroyable. Et bien sûr, sur une chaîne de montage aussi complexe, il faut des superviseurs, des sortes de gardiens. C'est le rôle de protéines comme la fameuse P53 ou la protéine RB. Leur job, c'est de tout vérifier. Si elles repèrent le moindre problème, la moindre erreur, hop, elles appuient sur le bouton d'arrêt d'urgence et stoppent toute la chaîne. Mais voilà, que se passe-t-il quand ce système, qu'on pensait parfait, rencontre un pépin, une erreur critique? C'est précisément là que notre histoire bascule. Et le problème, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est presque toujours la même chose, un dommage à l'ADN. Le plan d'architecte de la cellule, son code génétique, se retrouve abîmé. Et là, évidemment, toutes les alarmes se mettent à sonner à l'intérieur de la cellule. Face à cette alarme, une cellule saine se retrouve face à un choix, enfin 2 destins possibles. Premier cas de figure, le dommage est réparable. Pas de souci, les superviseurs mettent le cycle en pause, une équipe de réparation intervient, et hop, la machine repart. Deuxième cas, le dommage est trop grave, irréparable. Dans ce cas, la cellule reçoit un ordre ultime, l'autodestruction. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. C'est un sacrifice, oui, mais un sacrifice nécessaire pour le bien de tout le corps. Et c'est précisément à ce moment que tout peut dérailler. Voici la cellule anarchiste. Non seulement son ADN est endommagé, mais en plus, ses propres systèmes de sécurité, ses gardiens comme P53, sont hors service. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle ignore les feux rouges, elle ignore les signaux d'arrêt, elle force les points de contrôle et elle continue à se diviser, avec son ADN défectueux. C'est la naissance d'une lignée rebelle, un clone de cellules désobéissantes qui portent toutes la même faille. Et ce seul acte de rébellion peut mettre en danger l'organisme tout entier. Bon, maintenant qu'on a cette lignée de cellules rebelles qui se multiplient sans aucun contrôle, la situation va évoluer. Cette prolifération peut prendre 2 chemins bien distincts, avec des conséquences radicalement différentes. Le premier chemin, c'est la tumeur dite bénigne. Pour visualiser, imaginez une fête dans une maison. La fête est un peu trop réussie, il y a beaucoup trop de monde, ça devient très serré, ça pousse un peu les murs, mais personne ne sort de la maison. La fête reste contenue à l'intérieur. C'est ça, une tumeur bénigne. Elle reste localisée, elle est contenue. Et puis il y a l'autre chemin, la tumeur maligne, le cancer. Là, on reprend notre fête, mais le scénario est complètement différent. Non seulement la maison est bondée, mais les invités deviennent fous. Ils défoncent les portes, cassent les fenêtres et s'échappent pour aller semer le chaos dans tout le quartier. C'est exactement ça. Ces cellules ont la capacité d'envahir et de détruire tout ce qui les entoure. Les différences entre les deux sont vraiment fondamentales comme on le voit ici. La tumeur bénigne, elle a des limites claires, bien définies, et elle pousse lentement. La tumeur maligne, c'est tout l'inverse. Ses frontières sont floues, elle pousse vite, elle est invasive. Mais la différence la plus critique, la plus importante de toutes, c'est sa capacité à métastasier, c'est-à-dire sa capacité à envoyer des cellules voyageuses pour aller coloniser d'autres parties du corps. C'est vraiment cette capacité qui définit à quel point elle est dangereuse. Alors maintenant, allons voir de plus près. Vraiment de plus près. Passons au microscope, parce que c'est là, à cette échelle, que les pathologistes trouvent les indices qui leur permettent de faire la différence entre ces 2 destins. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la cellule normale. Tout est en ordre, c'est propre, c'est uniforme. Et de l'autre, la cellule maligne. C'est le chaos absolu.
Des noyaux de toutes les formes, de toutes les tailles, parfois plusieurs par cellule, un cytoplasme tout petit, une anarchie visuelle complète. Et cette image, ce n'est rien d'autre que le reflet extérieur du désordre génétique qui règne à l'intérieur. Le premier signe, le premier indice que l'expert du pathologiste va chercher, ce sont ces anomalies du noyau qu'on appelle cytonucléaire. Le noyau, c'est le centre de commandement de la cellule. Et là, il est complètement déformé, irrégulier, bizarre. C'est la signature visible du chaos génétique à l'intérieur. Deuxième indice, la façon dont la cellule se divise. Normalement, c'est un processus très propre. Mais ici, on observe ce qu'on appelle des mitoses atypiques. Ce sont des divisions cellulaires qui partent dans tous les sens, complètement anarchiques. C'est la preuve flagrante que la photocopieuse interne de la cellule est cassée et fait n'importe quoi. Maintenant, attention. Voici le signe qui fait vraiment basculer les choses. L'embole vasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pathologiste voit des cellules cancéreuses à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Elles ont réussi à s'introduire dans la circulation. Elles ont trouvé l'autoroute pour se propager dans tout le corps. Et ça change complètement la donne pour le pronostic. Et enfin, dernier élément à charge, l'infiltration nerveuse. On voit ici que les cellules cancéreuses n'ont aucun respect pour les structures existantes. Elles s'enroulent autour des nerfs, elles les envahissent, elles ne respectent aucune frontière. À ce stade, le dossier d'accusation contre cette tumeur maligne est complet. Alors, on pourrait se dire, pourquoi s'attarder sur tous ces détails microscopiques? Eh bien, tout simplement parce que l'interprétation de chacun de ces signes a un impact direct, un impact immense sur la vie d'un patient. C'est là qu'on voit à quel point le rôle du pathologiste est absolument central. En analysant tout ça, il ne se contente pas de regarder des cellules, non. Il pose le diagnostic, bénin ou malin, il évalue le pronostic, c'est-à-dire l'agressivité de la maladie, et surtout, il donne à l'équipe médicale toutes les clés pour choisir le traitement le plus adapté. C'est son verdict qui va guider toute la suite. Et voilà comment tout se boucle. Tout part de là, d'un simple point de contrôle qui saute dans une seule et unique cellule. C'est cette petite défaillance qui déclenche une cascade d'événements et qui nous fait passer de l'ordre au chaos. Finalement, comprendre ce voyage cellulaire, c'est toucher du doigt l'essence même de ce qu'est le cancer et du combat qu'on mène contre lui.